Donc, la partie de plomberie, il y a des automatismes. Donc, ça veut dire que les divers corps de métier vont interagir. Et je ne parle pas d'ailleurs de prévoir les réservations pour le maçon. Parce que souvent, des fois, on n'a pas les réservations. Meilleure intégration des sous-traitants en amont, ce qui permet au projet de tirer avantage de variantes qu'ils peuvent proposer. Donc ça, c'est un point important. C'est-à-dire que quand on fait du lean, on essaye d'intégrer plus en amont possible tous les acteurs. Et donc des fois, vous pouvez avoir des prestataires qui vont vous donner des idées d'animation pour le marketing. Je pense que vous avez des agences qui peuvent être force de proposition. Comme on peut avoir dans le bâtiment des prestataires qui sont maintenant plus spécialisés, qui ont intégré la dernière technologie en termes de climatisation ou d'autres techniques, et qui vont faciliter le chantier. Un partage quotidien des réussites et des difficultés rencontrées par les acheteurs a été combiné à la mise en œuvre de suggestions d'amélioration qui profitent à tous les acteurs. Donc là, on est vraiment dans, je dirais, ça pourrait être presque la discussion autour de la machine à café, mais qui est super importante. Tiens, voilà, tiens, j'ai fait un truc super. Là, je suis confronté à un problème. Donc le Lean va rendre ces échanges informels de manière plus systématique, avec toujours en tête de les standardiser, de les formaliser pour pouvoir les utiliser, et de ne pas les redécouvrir 6 mois après. Une recherche de l'excellence par la réalisation de benchmarks pour chaque famille de sous-traitants. Ah ben oui, tiens, c'est vrai, au fait, c'est quoi un bon sous-traitant? Tiens, là, on va construire dans un secteur, je sais pas, on va construire en Aquitaine. Ok, on a des idées de qu'est-ce que c'est un bon sous-traitant en région parisienne, mais en Aquitaine, c'est quoi? Est-ce qu'on a mieux? Est-ce qu'on a moins bien? Est-ce qu'on a un benchmark? Une standardisation des processus de consultation, d'évaluation et de passage de commande pour une meilleure maîtrise des délais de traitement des demandes. Ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur la photo où on avait découpé le processus achat en colonne. Alors, je m'arrête 2 minutes sur ce point, Jean-Paul. Oui. À propos des outils, je rebondis sur les outils. Typiquement, dans certains secteurs, dont achat de sous-traitance en construction, on n'a pas d'outils de consultation, on n'a pas de cahier des charges standard, donc on réinvente la consultation sur chaque chantier, parce qu'on n'a pas capitalisé, parce qu'on n'a pas défini d'outils et de standards. Donc, et en plus, on fait faire ça par des jeunes, on ne veut pas dire plus. L'utilisation du management visuel pour faciliter la communication au sein de l'équipe d'acheteurs. Alors ça semble bateau, mais idéalement, si vous avez une OVIA qui fonctionne bien, avec les bonnes informations, on n'a plus à s'envoyer d'emails entre acteurs qui sont dans la même salle à 20 mètres de distance. C'est ça que ça veut dire. L'utilisation du management visuel, c'est pour que l'on voie ensemble la même chose. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de s'envoyer de mail. On ne va pas réexpliquer les choses 50 fois. Et ça veut dire que le compte-rendu peut être une simple feuille de paperboard. Par exemple, tout simplement le plan d'action. Le meilleur des comptes rendus, idéalement, au plus juste, c'est tout simplement le plan d'action spécifique qui a été décidé lors de l'animation. Donc voilà, dans notre cas, qu'est-ce que l'on en a retiré en termes de résultats? La note de satisfaction des chantiers sur la prestation des achats est passée de 56% à 70%. Oui, au début, il n'y avait pas d'évaluation. Donc la première évaluation, elle donnait 56%. Donc elle s'est améliorée au fil du temps. En termes de coût, le temps passé aux consultations en écart de 10% par rapport au temps alloué contre 30%. Bon, ils ne sont pas encore à l'objectif, mais ils sont sur la route. Les délais, 6% des tableaux comparatifs des offres des sous-traitants sont transmis au chantier avec un maximum de 1 semaine de retard contre 15% avec 1 à 3 semaines de retard auparavant.
Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le feedback des acheteurs. Hein. On sait où on en est, on gagne du temps, on voit les écarts, on connaît les objectifs. C'est une prise de conscience, c'est pédagogique, on partage des informations, c'est motivant, on responsabilise chacun, transparent, ça donne confiance. Les solutions sont pérennes, on traite ensemble des problèmes. Alors les prochaines étapes, c'est être à l'aise avec les écarts, ne pas craindre de remonter les problèmes, définir le bon niveau d'alerte à la hiérarchie, capitaliser les bonnes solutions. Donc là, ici, dans cet exemple-là, ce qu'il reste à développer, c'est la résolution de problèmes. Et l'attitude du management face au problème. Oui. Alors souvent, être à l'aise avec les écarts, s'il y a un écart qui est visible sur le BA, tout le monde peut le voir. Donc, doit-il y avoir du rouge ou pas? Est-ce que ça doit être tout vert? Alors, moi, personnellement, j'aime bien quand il y a du rouge. Parce que s'il n'y a pas de rouge, on sait pertinemment qu'il y a toujours des problèmes. Donc c'est grave, ça veut dire que l'équipe ne voit pas les problèmes, ne veut pas les montrer. Des questions? Oui. Oui, sur votre dernier point, il faut rebondir, parce que la notion de problème ou non-problème, c'est en fait une question philosophique dans l'entreprise. Le monde japonais, lorsqu'il n'y a pas de problème, c'est que le problème est immense. Oui. Et ça veut dire qu'il faut sans arrêt laisser pousser les gens, les collaborateurs, quels qu'ils soient, à se remettre en question, parce que la notion d'écart, effectivement, ça peut être un écart par rapport à une norme, mais ça peut être aussi un écart par rapport à une situation qui est, je dirais, confortable, qui est dans la norme, Oui. mais on tend à vouloir aller au-delà. C'est-à-dire qu'on dit, on n'a pas de délai par rapport au cahier des charges, on peut se dire aussi, si on gagnait une semaine, qu'est-ce que ça donnerait? Alors qu'on est dans l'acceptable, on est dans la norme. C'est ça aussi, c'est peut-être aussi dans votre démarche, c'est pousser les gens à aller au-delà. Non seulement quand il y a un problème, mais aussi aller au-delà quand il n'y a pas entre guillemets que tout est dans la norme et qu'on puisse aller progresser. Alors, ça, c'est l'outil qui normalement aide à ça, c'est un système de suggestion. Déjà, il y a des suggestions. Deuxièmement, il faut aussi avoir en tête que dans le lean management, les problèmes remontent et les solutions descendent. C'est-à-dire que les collaborateurs qui sont confrontés à des problèmes sont supposés les remonter pour que l'encadrement, le management, voire la direction les aide. Quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Mais le fait qu'un problème remonte quand c'est pas nécessaire, c'est aussi en soi un point de départ pour que le management clarifie justement ses attentes. Mais en tout cas, l'OBEIA métier au projet, elle associe de bien qu'elle va structurer la discussion et donc il y aura bien un moment où on va parler des problèmes. Donc si c'est copie blanche, ça va disons qu'il y a plus de chances d'en parler avec un rituel d'animation et un affichage que sans l'un ni l'autre. Alors maintenant, pour aller plus loin et par rapport à ce que vous disiez par rapport à des normes, la question qui se pose, c'est si on veut aller plus loin que les normes existantes, comment on s'y prend? Là, ça passe par tout simplement la capacité des gens à détecter des gaspillages, qui peuvent être de toute nature, et à les traiter. On n'a pas trop parlé de ce sujet-là, mais parce que souvent, dans tout ce qui est animation de projet, tout ce qui est projet, OBEIA métier, OBEIA projet, le gros du travail, c'est surtout la communication entre les interfaces, entre les acteurs. Donc, quand vous faites ça, vous allez déjà supprimer tout un tas de gaspillages qui ne sont pas forcément formalisés, mais qui sont, sauf peut-être lors de la PD VSM, sinon on vit un peu avec. Et donc la première cartographie du processus va nous permettre d'identifier des gaspillages. Et après, on travaille plutôt sur l'animation.
Parce que le gros du boulot est à faire. Mais effectivement, pour aller plus loin, après, au-delà des normes que l'on s'est mis, on pourrait remettre sur la table le chantier d'observation des gaspillages. Alors, exemple de gaspillage en mode projet, Laval reçoit un livrable et le remet à sa sauce, donc le réinvente, le refait. Ou alors Laval reçoit un livrable et ça ne correspond pas à ce qu'il attend, donc il est obligé aussi de le refaire. Autre exemple de gaspillage en mode projet, les rôles et responsabilités étant peu clairs, il peut y avoir des livrables qui sont faits par personne, dans quel cas c'est un risque délai, un risque client, et d'autres livrables qui sont faits 2 fois, par 2 personnes différentes, qui n'avaient pas compris l'interface. Bon, vous avez aussi plusieurs étapes de validation qui peuvent être simplifiées, etc. Mais c'est vrai que, pour revenir sur le début de votre question, la nature des problèmes, c'est une question un peu philosophique, mais aussi de culture. Donc il faut que les gens soient très sensibles à tout un tas de petites choses si on veut faire de l'amélioration. Le management a une grande responsabilité à jouer. Si on veut que les OBA apprennent, quand les équipes remontent le problème, où il y a la machine à battre qui s'enclenche, ou si les problèmes qui sont remontés et que l'équipe considère être au-delà de sa sphère de responsabilité n'est pas traité, les OBA, on ne peut pas accompagner comme on veut, ça a du mal à prendre. Au-delà du problème philosophique, il y a aussi un embarquement du management qui est indispensable. C'est une révolution aussi pour le manager. Parce qu'il y a une position qui n'est pas du tout la même. Le manager n'est plus il dirige plus en fait. Il faut qu'il lâche un peu prise sur le fait de diriger la réunion. C'est-à-dire qu'il faut presque qu'il transmette à l'équipe la capacité d'animer seul la réunion et que lui soit là en tant qu'un peu coordinateur et intervenir justement sur les points de difficulté. Et ça, c'est très difficile pour eux en général. Il y a 3 enjeux sous l'angle du manager. Il y a apprendre à accepter le remonte du rouge et savoir bien réagir quand on remonte du rouge. C'est apprendre à être réactif face aux problèmes que l'équipe remonte. Et aussi apprendre à redescendre des problèmes qu'ils considèrent ne pas avoir à traiter, mais qui sont bien traitables par l'équipe. Et ça, c'est un petit chemin à faire avec une bonne partie des managers qui font. Oui, de votre expérience sur cette problématique, est-ce qu'il y a un bon nombre, quelle est la bonne maille en fait en termes de nombre de collaborateurs impliqués dans un projet OBIA? Est-ce que vous constatez qu'à partir d'un certain nombre de collaborateurs, ça devient trop tentaculaire, ça emmène trop de gens? Alors déjà, parce que finalement, il y a une... Alors déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'organisation elle est au service d'un client et le client il attend un livrable. Donc ça veut dire que dans l'OBIA, il faut mettre des acteurs qui ont déjà en commun un enjeu qui est un livrable, une série de livrables. Déjà ça va vous limiter les acteurs. Peut-être qu'un service avec 40 personnes, ça ne va pas être une OBIA, ça va être 2 ou 3, parce qu'il y a 2 ou 3 types de livrables pour certains clients. Maintenant, en termes d'animation, il est clair qu'il faut avoir des qualités d'animation un peu avancées pour animer des groupes d'une quinzaine de personnes. C'est pas ça. Hein. À partir de 7-8 personnes, je dirais, ça commence à devenir un vrai métier. Donc c'est pour ça que le travail d'animation, ça s'apprend, et qu'on est des fois amené à accompagner des managers. Mais au-delà de 7-8 personnes, les gens n'arrivent plus à suivre la même conversation. Donc ça limite assez. Vous êtes à 10-12, vous êtes à 2 groupes en fait. Je te laisse conclure, s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai une question. Comment on peut dire, vous avez dit 7-8 personnes pour la dimension critique, combien de semaines, combien de fois il est normalement nécessaire pour avoir la courbe de learning curve, comment dire, l'effet qu'effectivement les personnes s'approprient. Et au-delà de cette date, on a vraiment un problème à traiter différemment.
Ah, sur l'aspect OBIA. Oui,